Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler bien entendu de lecture. Et voici mes lectures de la semaine, je vais passer ça en revue tout de suite, installez-vous confortablement, on va commencer. Alors je vais commencer avec le manga Happy que vous connaissez maintenant, ça fait un petit moment que je vous en parle, donc j'ai continué, j'ai lu le 8, le 9 et le 10, je pense qu'il y a 15 tomes en tout, donc j'approche de la fin et c'est toujours aussi sympathique. On suit toujours la jeune fille qui reprend le tennis pour éponger les dettes de son frère. Son frère a fait des dettes auprès de la mafia et la mafia entend bien récupérer son argent. Comme le frère a disparu de la circulation, ils se sont présentés chez Miyuki qui s'occupe de ses petits frères et sœurs. Donc ils sont à 4 et les parents sont décédés. Elle a beaucoup de mal évidemment et elle doit en plus s'occuper de régler cette dette et pour cela elle va se lancer dans le tennis parce qu'elle a un certain talent pour ça et donc on va suivre son évolution et tout son parcours. C'est très sympa, il y a de l'humour, c'est des personnages qui sont très attachants. Le personnage de Miyuki est un personnage très fort, très courageux, elle se bat, elle lâche rien, elle est vraiment très volontaire, donc c'est vraiment une série très agréable que je vous recommande. Alors je vais passer à la petite BD qui est Rob Fox et le voyage du souvenir, c'est aux éditions Delcourt, c'est fait par Nicolas Potier et Vincent Joubert. Je suis tombée sur cette petite BD début de semaine et je la trouvais vraiment trop chouette et j'ai beaucoup apprécié aussi les dessins. Je vous montre quelques planches, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est avec des petits animaux. Dans cette histoire, on va donc retrouver un faune géant endormi dans un champ tout près du village. Alors il ne peut pas rester là et les habitants du village vont faire appel à Fox, le renard que nous voyons ici. Qui est un personnage qui est accompagné de son robot, d'où le nom Rob Fox. Et ils font des petits boulots comme ça pour rendre service, des petites missions de village en village. Donc là, les habitants vont le mandater pour s'occuper du faune et le faire partir. Donc Fox va accomplir cette mission et en fait, quand le faune va partir, il va laisser à la place une petite créature étrange et mignonne qui est un souvenir. Alors apparemment, un souvenir, c'est une créature un peu spéciale, elle effraie pas mal les habitants du village, donc on va demander à Fox et son robot en gros de s'en débarrasser, de s'occuper de ce petit souvenir. Alors évidemment vous vous en doutez, Fox va pas vraiment s'en charger, il va pas vraiment mener à bien cette mission et on va partir dans des petites aventures. Donc ça c'est pour l'histoire de manière générale et c'était très sympa, j'ai apprécié ce petit voyage. On est dans une BD d'aventure dans le style steampunk. Il y a pas mal de genres qui sont mélangés parce qu'il y a un petit côté science-fiction, mais on va aussi toucher à la mythologie avec des créatures telles que des faunes, etc. En même temps, les personnages sont des animaux, donc c'est plein de genres un petit peu comme ça mélangés et ça donne très bien au niveau du résultat final. J'ai bien apprécié cet univers, il y a beaucoup d'action, il y a de l'humour également. Alors le rythme est assez rapide, ça s'enchaîne très vite, cela s'explique étant donné que c'est une BD qui est à mon sens plus adressée à la jeunesse, hein, donc c'est tout à fait normal, on ne s'attarde pas vraiment à des moments ou à des événements, c'est rapide et c'est fluide. Mais du coup ça m'a pas vraiment dérangé, c'est assez cohérent aussi, j'ai passé un bon moment de lecture, la fin laisse présager une suite donc je verrai bien et il est fort possible que je craque pour la suite parce que j'ai vraiment apprécié cette BD et son univers. Alors je passe à présent à un petit livre jeunesse qui est La tourneuse de vent aux éditions Rajo et c'est fait par Ariane Ghezouli. C'est un tout petit livre qui fait même pas 300 pages, qui a une magnifique couverture. C'est vraiment très joli et très cohérent évidemment avec le récit. Alors dans cette histoire, on va suivre Solveig qui est une jeune fille qui est disons très maladroite. Sa famille tient une auberge et elle essaye du mieux possible de l'aider mais elle est un petit peu mise de côté à chaque fois étant donné sa maladresse. Et un jour
jour, eh bien, sa sœur, qui s'appelle Sigrid, va être transformée en poule par un mage. Alors il dit quelque chose qui n'a pas plu du tout au mage et du coup il l'a transformée en poule. Solveig va donc décider de partir en quête d'un mage assez puissant pour pouvoir retransformer sa sœur et donc la libérer du maléfice. Ça c'est l'histoire en gros. Alors dans ce petit livre jeunesse, il y a plein de thématiques très sympas. Il y a donc de la magie, il y a une quête, il y a de l'aventure, il y a un peu d'humour de temps en temps. Donc c'est de très bons éléments. J'ai apprécié cet univers qui est vraiment original et intéressant. On a de la magie, on a des mages, on a vraiment plein de choses et d'éléments très sympathiques. On va avoir aussi des pouvoirs qui vont se révéler. On a des forêts un peu particulières, un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez le genre de bois et de forêt. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont vraiment bien plu. Par contre, j'ai trouvé que la quête en elle-même, donc à savoir délivrer sa sœur du maléfice, partait un petit peu dans tous les sens. Donc on a au départ une quête qui est vraiment précise. Solveig part chercher un mage pour délivrer sa sœur de ce maléfice et en fait au fil des pages, eh bien ça va vraiment partir dans tous les sens et j'ai pas trouvé que c'était spécialement cohérent. Il peut y avoir des rebondissements et des imprévus qui arrivent, mais ici c'était un petit peu trop fouillis-fouilla à mon sens et je trouvais qu'on perdait un petit peu le fil de l'histoire. Le personnage de Solveig est un personnage très peu sûr de soi. Elle n'a pas du tout confiance en elle, elle est maladroite, c'est vrai. Elle est aussi très effacée et quelque chose que j'ai pas apprécié, elle est vraiment critiquée, même dénigrée par les membres de sa famille, donc à savoir son père, sa mère, sa sœur. Ils n'ont pas une attitude très bienveillante envers elle et du coup j'ai pas vraiment apprécié parce qu'il n'y a pas vraiment de raison, c'est un petit peu en fait de la méchanceté gratuite et voilà, ça c'est un élément qui ne m'a pas plu. Alors au fil de sa quête, elle va rencontrer d'autres personnages, des personnages hauts en couleur, mais j'avoue qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages agréables. Donc j'ai pas eu spécialement d'attachement pour les autres personnages, j'ai pas eu vraiment d'attachement pour le personnage de Solveig non plus. J'ai eu un peu de la peine pour elle vu comment elle est malmenée déjà par ses parents. Il y a juste sa grand-mère qui est agréable avec elle, mais elle va prendre très peu de place dans cette histoire. Les personnages qu'elle va rencontrer dans leur globalité, je les ai trouvés assez mesquins, calculateurs, égoïstes. Donc c'est ça aussi, c'est un petit élément qui m'a pas spécialement plu. On va aussi apprendre à un moment donné que Solveig a un pouvoir et on apprend que c'est une tourneuse de vent. Mais je trouve qu'on nous explique pas vraiment en quoi cela consiste et ce que ça apporte techniquement à l'histoire. Elle ne comprend elle-même pas ses pouvoirs, elle ne sait pas comment les maîtriser, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas d'apprentissage, ça tombe comme ça comme un cheveu sur la soupe. Apparemment c'est un pouvoir impressionnant et très précieux, assez rare, que d'autres personnes pourraient avoir envie de s'accaparer. Mais les explications restent en surface. Donc effectivement à la fin, en fait je sais pas s'il y aura un second tome parce que à la fin le côté apprentissage va sans doute se mettre en place. En tout cas il y a des éléments qui font que ça sous-entend que ça va être mis en place. Donc est-ce que ça va être exploité dans un second tome? Je sais pas du tout, je sais pas si c'est un one shot ou si c'est une série, mais du coup j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu tard parce que cet élément de tourneuse de vent est intéressant, mais ça reste très en surface et on ne donne pas vraiment d'explication de comment ça marche, en quoi ça consiste réellement. Et du coup c'était un petit peu frustrant parce que j'étais intéressée par ce type de magie et j'avais envie de savoir un petit peu plus et de savoir de quoi il était question. Le dénouement est très rapide. Après, comme c'est un livre jeunesse, je vais pas non plus passer 3 heures là-dessus, ça peut s'expliquer aussi, mais voilà, c'était rapidement clôturé. Donc voilà, il y a du pour, il y a du contre. C'était pas une lecture incroyable.
mais il y a quand même de bons éléments dans ce récit. Alors j'ai également fini celui-ci qui est La dernière nuit de Pompéi de Gilbert Bordès aux éditions XO. Vous l'avez vu parce que c'était une de mes lectures en cours de la semaine passée. Donc ici on est dans un roman historique. Le titre nous laisse entendre évidemment ce dont il est question. Et voilà, nous sommes donc la veille de l'éruption du Vésuve. Nous sommes donc à Pompéi et les Pompéens ne savent pas du tout que la catastrophe est proche, que quelque chose de dramatique va arriver. Ils ignorent les signes avant-coureurs, en tout cas ils ne s'en inquiètent absolument pas. Ils pensent que c'est des petits éléments de colère des dieux qui peuvent se résoudre facilement avec des sacrifices ou des prières, mais ils s'inquiètent pas du tout de ce qui pourrait arriver, étant donné que ce n'était encore jamais arrivé. Il y avait déjà eu des tremblements de terre précédemment, mais pas des éruptions. Donc c'était un phénomène qui n'était pas connu et du coup rien ne laissait présager ce qu'il allait arriver. Et on va donc suivre plusieurs de ses habitants durant leurs dernières heures. Et plus précisément, on va suivre Marcus, qui est un homme, c'est un noble, qui vivait là à Pompéi pendant des années. Il y a eu un tremblement de terre il y a genre un peu moins de 20 ans. Et cet homme a perdu sa villa, a perdu sa famille dans le tremblement de terre. Il est le seul rescapé. Il avait une femme et 3 enfants. Les corps de ces 3 enfants n'ont jamais été retrouvés. Et à cause du chagrin, il a quitté et il est allé à Rome pour se reconstruire et pour se détacher de sa tristesse. Il a bien réussi, c'est un homme qui a de l'argent et c'est un homme qui a une certaine réputation. Donc ces années à Rome se sont bien passées, mais il va décider de revenir à Pompéi parce qu'il y a une voyante qui lui a indiqué qu'elle avait vu que ses enfants étaient toujours vivants, qu'ils n'avaient pas péri dans le tremblement de terre d'il y a plus de 10 ans. Et du coup, il décide de revenir et de tenter de retrouver ses enfants. Donc voilà, on va suivre ce personnage qui était connu à Pompéi et qui cherche en fait ses enfants, et on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Et en même temps, on a tous les événements liés à l'éruption du Vésuve. Donc ça, c'est pour l'histoire. Alors j'ai beaucoup apprécié cette histoire, ça m'a bien plu, c'était sympathique à lire. C'était prenant, c'était intéressant. Il faut aimer les romans historiques évidemment. Il faut aimer l'histoire. Donc j'ai bien aimé aussi la mise en page parce que on part d'un conte à rebours. Donc voilà. Au début, c'est pas des chapitres, c'est ceci. Donc on nous indique un chrono. Ici, on est le 21 octobre de l'année 79 et on est 74 heures et 21 minutes avant l'éruption du Vésuve. Et ça va comme ça descendre au niveau du timing. Donc ici, on est à 41 heures, etc. Donc c'est assez prenant. Il y a une tension qui s'installe au fur et à mesure que les heures et ensuite les minutes fil. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Ça donne un rythme au roman et ça donne envie de continuer à lire. Donc je l'ai lu assez vite. C'est un sujet qui m'intéresse moi personnellement. Tout ce qui est historique, j'aime beaucoup. Tout ce qui concerne l'Antiquité, évidemment, ça me parle. Tout ce qui concerne le bassin méditerranéen et l'Empire romain également. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais d'ailleurs acheté ce livre et que j'avais très envie de le découvrir. Ça a donc fonctionné avec moi. C'était une histoire intéressante. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance. C'est un peu délicat de dire ça vu qu'il y a des gens qui vont mourir évidemment, mais voilà, j'ai apprécié me retrouver dans ce décor historique. Chose intéressante, c'est qu'on va aussi parler de religion. Donc on va parler des religions. Rome était un empire religieux. À l'époque, c'était polythéiste, donc ils avaient plusieurs divinités. Et on est justement à la période de l'apparition du christianisme et le christianisme qui prend de plus en plus de place
et qui passe notamment par les esclaves. Donc c'est une religion qui va interpeller les esclaves et ça aura un impact évidemment sur la condition d'esclave et sur tout le système romain en gros. Donc ici on a cette religion qui apparaît et qui dérange clairement. Donc j'ai apprécié avoir cet élément dans cette lecture, ça apporte un petit côté très intéressant. Donc voilà, j'ai apprécié cette histoire, c'était un bon moment de lecture. Ce sera pas un coup de cœur, mais c'était intéressant et j'ai beaucoup apprécié me plonger dans ce récit. Je passe maintenant à celui-ci qui est Sistra, le premier tome, première épreuve, c'est aux éditions Plume Blanche. C'est écrit par Marine Stengel. Ça c'est donc ma lecture audio, je l'ai écouté et ça s'écoute vraiment très très bien. J'ai beaucoup apprécié cette histoire, c'est un livre qui est quand même assez épais. Il fait quoi? Il fait, ah non ça va encore, il fait un peu plus de 400 pages donc ça va, mais je l'ai lu extrêmement vite, en tout cas je l'ai écouté extrêmement vite, j'ai bien apprécié cette histoire. Alors ici on va nous apprendre que il y a eu des gros soucis climatiques et que la Terre n'est plus la même, que suite à l'exploitation des ressources, à la pollution, à plein de choses, il a fallu changer sa façon de vivre pour pouvoir survivre. Et la solution qui a été adoptée, c'est de décider que les familles, les couples pouvaient avoir seulement un enfant pour réduire aussi la croissance démographique et pour garder un certain équilibre. Donc on est dans ce genre de système. C'est donc la loi Sistra. Et si malheureusement il y a un deuxième enfant qui naît, eh bien ces enfants vont être retirés de leur famille, ils vont être séparés et ils vont être élevés, si je peux dire, mais élevés c'est pas vraiment le bon terme, ils vont être élevés de façon complètement différente. Alors dans cet univers on va suivre Kali et Kaya qui sont donc deux sœurs. Kali est l'aînée et eh bien sa famille a eu le malheur dans ce cas de figure d'avoir un deuxième enfant, une deuxième petite fille, Kaya. Elles ont été séparées et Kali avait des dispositions, elle apprenait bien, c'était une petite fille très intelligente. Du coup, on l'a mis dans un genre d'établissement qui donne une éducation, qui va apprendre aux enfants à lire, à calculer. Enfin bref, c'est un peu l'école, hein, c'est faire des études. Par contre, tout ce qui concerne la condition physique n'est pas du tout mis en avant. Kali, elle sera envoyée dans un autre genre de département où là, c'est pas du tout l'apprentissage, l'enseignement qui va être mis en avant, mais c'est toute le travail de la condition physique qui va être le point principal. Des astuces pour survivre, des leçons de combat, etc. Donc c'est deux univers complètement différents. Et l'objectif de tout ça, en fait, c'est de quelques années après, à leurs 18 ans, enfin en tout cas aux 18 ans de l'aîné de la fratrie, de se retrouver et les deux vont devoir s'affronter. En gros, il y en aura un seul qui survit. Donc ça, c'est le genre d'univers. C'est ça la loi Sistra. Les enfants sont élevés de façon complètement opposée et quand sonne leur 18e anniversaire, en tout cas au premier en tout cas, les deux devront s'affronter et c'est celui qui tue l'autre qui pourra continuer à vivre et qui sera réintroduit dans sa famille. Et donc ici, on va suivre ces deux sœurs, Kali et Kaya. Et j'ai vraiment bien aimé, c'est très intéressant. Moi, ça me fait un petit peu penser à Hunger Games dans le style où on a ces jeunes qui sont jetés comme ça et qui doivent s'affronter allez, sans vraiment raison valable, hein, juste parce que c'est la loi et que c'est comme ça. Donc une raison ridicule et vide de sens. Mais c'était très intéressant. J'ai beaucoup apprécié cette histoire.
C'est prenant, le rythme est là. Je l'ai dévoré. Il y a un deuxième tome qui est existant et je pense que je vais essayer de pas le faire trop traîner. Je l'ai pas encore dans ma palle, donc ça veut dire que je devrais aller me l'acheter. C'est pas prévu tout de suite parce que voilà, j'ai fait des petits achats et j'ai plein de livres en attente, mais c'est une duologie que je compte bien continuer parce que j'ai beaucoup apprécié. Les personnages sont super intéressants. J'ai beaucoup apprécié les deux sœurs. Après, il y aura d'autres personnages qui vont intervenir, notamment deux frères qui sont dans la même situation que Kali et Kaya. Donc, ils sont également sistra. Ils ont été élevés de façon différente et ça fait quand même pas mal réfléchir et oui, il y avait évidemment un peu de violence, il y a de l'action. On est vraiment dans un système horrible hein, de forcer les frères et sœurs à s'affronter dans une lutte à mort, c'est vraiment horrible. Et on sent qu'il y a quelque chose de plus, bien évidemment, on s'en doute un petit peu et à la fin on nous laisse sous-entendre qu'effectivement on n'a effleuré que la surface de l'iceberg. Donc c'est un élément qui ajoute du suspense, du mystère et un intérêt vraiment pour cette lecture et du coup pour le second tome en lui-même. Donc c'était vraiment très très sympathique. On est dans un récit où on va suivre les deux sœurs, donc on a à chaque fois des chapitres où eh bien on laissera la parole à l'une et à l'autre. Donc par exemple ici on a Kaya qui parle et juste avant, si je me rappelle bien, voilà, on a Kali qui parle. Donc ça aussi, ça rythme. On a les deux visions des deux sœurs, on a leurs pensées, on a aussi toutes les ressentis et les colères aussi qu'elles ont en elles, étant donné qu'elles ont été séparées par une loi. Elles n'ont plus jamais vu leur famille. On les a élevées toutes les deux de façon différente, en attisant des rancœurs et de la haine pour l'une et l'autre. Donc c'est vraiment très intéressant au niveau psychologique également. Il y a pas mal de rebondissements. Oui, c'était une belle découverte. Franchement, j'ai beaucoup apprécié le système, l'univers, toutes les réflexions qui tournent autour, tout le côté révoltant de la chose et ces deux sœurs qui se trouvent plongées là-dedans, qui évidemment ont leur objectif qui est de survivre, bien entendu. Et tout ce que ça cache de plus profond et qui se dévoile petit à petit. Et du coup, ça me donne très envie comme je vous l'ai dit, de poursuivre avec le second tome. Mais comme je l'ai pas en ma possession, ce sera pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, je le recommande parce que moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Et ma dernière lecture, c'est celui-ci. C'est donc Wayward Pines, le premier tome qui est Révélation de Blake Crouch aux éditions Totem de Gallmeister. Je vous en avais parlé, hein, c'est un de mes achats de la semaine passée et je vous avais dit qu'il allait pas traîner et effectivement, je l'ai lu. Et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je suis en train de lire le deuxième tome. Je vous montrerai ça après. J'ai mis pas mal de petits post-it comme ça pour signaler plein de petites choses. C'était vraiment très sympa. Alors dans cette histoire, eh bien au commencement, on va avoir l'agent Ethan Burke qui va se réveiller à l'hôpital parce qu'apparemment il a eu un accident de voiture. Il arrivait dans la ville de Wayward Pines avec un de ses collègues. Ils sont agents secrets. Ils ont été envoyés sur place parce que deux autres collègues n'ont plus donné signe de vie. Ils avaient été envoyés dans cette ville pour enquêter sur quelque chose et ça faisait un moment qu'on n'avait plus du tout de retour. Donc en gros les renforts sont arrivés et Ethan et son collègue étaient censés enquêter et voir ce qui était arrivé à leurs collègues. À peine arrivés dans la ville, ils ont eu cet accident de voiture. Le collègue d'Ethan ne s'en est pas sorti et lui, ben voilà, il est à l'hôpital. Il n'a pas vraiment de blessures graves, il est juste choqué, sonné, un peu déboussolé. Et il va vouloir commencer son enquête, mais il va très vite sentir qu'il y a une ambiance étrange dans cette ville où tout a l'air beaucoup trop net, beaucoup trop lisse. Il constate qu'il a plus ses papiers, il a plus de portefeuille, il a plus de carte d'identité, donc rien ne prouve qui il est.
Il n'a pas son téléphone non plus, donc il sait pas contacter son supérieur ni sa famille. Il a une femme et un fils qui sont restés à Boston. Donc il est un petit peu démuni. Il va rencontrer le shérif pour lui expliquer sa situation, mais sans aucune preuve de son identité, c'est un petit peu délicat. Il va essayer de contacter l'extérieur de cette ville, donc son supérieur ou sa famille, il va pas y parvenir et apparemment il est clairement déconseillé de quitter la ville et c'est pas très conseillé non plus de tenter de téléphoner. Donc Ethan est un petit peu perdu, il sent bien qu'il se passe des choses pas nettes mais il sait pas très bien quoi. Il y a quand même une certaine menace qui plane sur cette ville, même si elle a l'air bien sous tout rapport. On sent qu'il y a un truc de louche. Et du coup, on va le suivre dans cette ville et on va découvrir avec lui ce dont il est question exactement. Et j'ai adoré cette lecture. Ça se lit super vite, c'est addictif, c'est prenant. Ça démarre tout de suite. Dès qu'on commence, on se retrouve avec Ethan qui se réveille à l'hôpital. Il a eu cet accident de voiture, il est déboussolé. Il y a des choses bizarres qui se passent déjà dans cet hôpital où il semble être le seul patient. En gros, il pose des questions, on lui dit oui, mais on lui répond jamais. Il attend des retours qui ne reviennent jamais. Il sent qu'il y a un truc mystique et effectivement, il a bien raison, il y a des trucs mystiques et je vais pas vous dire quoi, évidemment. Moi, je me doutais pas du tout de ce qu'il en était. Il y a plein de rebondissements tout le temps. Ça se lit vraiment tout seul. Là, comme je l'ai dit, moi je suis dans le second tome déjà parce que j'avais pas envie, je voulais pas absolument pas les faire traîner. J'étais trop prise dans cette lecture, je suis trop prise dans cette lecture que j'ai beaucoup apprécié. Alors je sais pas si c'est un coup de cœur parce que on passe pas vraiment par enfin c'est pas un livre, je sais pas comment expliquer. Peut-être qu'à la suite, quand j'aurai lu la trilogie, je pourrai un peu plus me situer là-dessus. Là, pour l'instant, c'est une excellente lecture. Après, il y a beaucoup d'action, il y a des rebondissements. Mais je sais pas, moi j'ai peut-être un peu de mal aussi à avoir des coups de cœur pour ce genre de lecture. Je crois que pour avoir un coup de cœur, il faut qu'il y ait un peu plus de sentiments et d'émotions. Comment dire, par exemple, voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Anne de Green Gables, où là c'est quelque chose de doux, de poétique, on est dans l'émotion, il y a des choses qui se passent, on a des personnages attachants. Ici c'est pas pareil évidemment. Alors Ethan est un personnage attachant, mais on est dans une ambiance un petit peu particulière, angoissante. On va apprendre plein de choses. Il y aura aussi un élément concernant la temporalité qui sera pas très cohérente, qui s'expliquera par la suite, mais qui nous perd un petit peu aussi. En tout cas, moi, j'ai été un peu perdue en me disant « Oh, mais comment c'est possible ?» Et ensuite, on va nous l'expliquer. C'est une autre ambiance, évidemment, et du coup, c'est peut-être pour ça que je pense pas que je sois sur un coup de cœur, mais je suis vraiment sur une excellente lecture. Je pense que voilà, ça restera pour l'année 2024, à mon avis. Il est dans le classement des meilleures lectures de 2024, à mon avis. À voir si la suite continue à être aussi qualitative. Mais j'ai adoré. Il y a plein de révélations. Il y a un impact aussi concernant la nature, le climat, la pollution et l'impact de l'homme. Ouais, c'était très sympa, très intéressant. Je veux pas trop vous en dévoiler parce que sinon, vous allez... je vais vous spoiler plein d'éléments et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir la surprise. Après, c'est pour ça qu'on lit un livre aussi, hein. C'est pour avoir la surprise et pas qu'on nous indique tout ce qui va se passer non plus. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous en dire, mais je vous recommande si vous aimez ce genre de lecture, si vous avez envie d'être un petit peu surpris aussi. Moi, je m'attendais pas à ça. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je me disais, mais où allons-nous? Comment est-ce qu'on va expliquer toutes les bizarreries qui se passent?
C'est une explication qui, moi, me convient et qui m'intéresse. Ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, j'accroche et je continue donc cette trilogie parce que oui, du coup, je me suis acheté la suite à tel point, c'est pour vous dire que je suis vraiment intéressée et que j'ai envie de lire cette saga très vite. Je vais les lire les uns à la suite de l'autre. Dès que j'ai fini le 2, je commence le 3 et voilà, ce sera fini à mon avis dans le courant du mois de mars. J'aurai sans doute terminé cette trilogie. Voilà, on a fait le tour de mes lectures faites cette semaine. Je vais maintenant passer à mes lectures en cours. Alors, en audio, j'ai commencé celui-ci qui est Les Annales de la Compagnie Noire. Le premier tome, c'est fait par Glenn Cook et on est aux éditions J'ai lu. Ça, c'est aussi un livre qui faisait partie de mon challenge 24 livres pour 2024. Donc, ça tombe bien. Je l'ai commencé, j'ai pas écouté beaucoup, je suis à la page 33. Après, c'est un livre qui est pas hyper gros non plus, il fait 370 pages et vous voyez, c'est écrit gras comme ça au niveau du texte et c'est assez espacé. Donc c'est le genre de livre poche qui se lit rapidement. Donc voilà, je sais pas beaucoup vous en parler pour l'instant, évidemment, avec 33 pages, vous vous en doutez un petit peu. Donc je vais continuer cette lecture audio. Oh, sinon, ça vous surprendra pas, vu que j'en ai parlé, j'ai commencé le deuxième tome qui est donc Rébellion. Voilà, j'ai avancé un petit peu, j'ai lu 69 pages. Ça se lit très vite, hein. Ici, celui-là, il fait combien de pages ? Il fait 395, donc on va dire que ces livres font entre 350 et 400 pages. Ça se lit très bien, je suis de nouveau scotchée dedans et j'ai hâte de terminer de filmer pour pouvoir poursuivre ma lecture. J'ai également toujours cette lecture en cours qui est Les 10 000 portes de January de Alix E. Harrow aux éditions Le Livre de Poche. J'ai bien avancé parce que je suis ici page 345. Donc je pense que j'ai lu bien 70%, si pas un petit peu plus. Je vais le terminer. J'ai même retiré la vilaine pastille rouge qui était collée. Je trouve que c'est tellement mieux comme cela. Je vais le terminer pour la semaine prochaine, ça c'est prévu dans mon planning, comme ça je pourrais vous en parler un petit peu plus. Alors je suis toujours dans celui-ci aussi, La Maison des Sœurs de Charlotte Link. Moi c'est l'édition France Loisirs, c'est une brique, c'est un livre qui fait plus de 900 pages, je pense, ou quasi 900 pages, oui. Un petit peu moins de 900 pages, j'exagère. Et là, je suis à la page 359, donc j'avance bien, j'arrive à la moitié. Et franchement, j'aime beaucoup. On est sur une double temporalité avec des personnes qui arrivent dans une vieille maison actuellement. Ils sont bloqués dans cette maison qui est complètement isolée à cause de la neige. C'est pendant la période de Noël. Donc ils sont complètement coincés et la femme va trouver un manuscrit qui était vraiment bien caché qui raconte apparemment la vie de une des habitantes de cette maison et cette femme a eu une vie assez intéressante et hors norme. Et du coup, on apprend via ce manuscrit toute la vie de cette femme qui s'appelle France. Donc c'est super intéressant et j'aime beaucoup ce qui se passe dans cette lecture. Donc je vais le continuer et quand il sera fini, je vous donnerai mon avis complet. Alors j'ai commencé L'Anomalie de Michael Rutger aux éditions Bragelonne. Vraiment commencé, j'ai lu 2 chapitres. Voilà, je suis à la page 29. C'est un livre qui me fait très envie. Ça parle apparemment d'archéologie, d'exploration aussi de grottes et de grottes souterraines et apparemment c'était pas une bonne idée. Je veux pas trop en savoir. Je sais qu'il y a des très bons retours. Ils mettent que c'est un thriller nerveux et sans concession. Prenant, exaltant, les pages se dévorent. Donc voilà, c'est un livre qui me faisait très envie et que j'ai hâte de poursuivre. Pour l'instant, je suis vraiment au tout début. Donc de nouveau, pas grand chose à vous dire à l'heure actuelle, mais plus quand je l'aurai terminé. Je poursuis aussi la lecture de Babel dans cette belle édition de De Saxus et c'est écrit par R.F. Kuang. J'ai avancé, je sais pas, je pense pas avoir beaucoup avancé depuis la semaine passée parce que j'ai avancé dans les autres livres que
je vous ai présenté aujourd'hui. Je suis au chapitre 5 et c'est une lecture super intéressante. Donc je vais un petit peu plus la continuer parce que c'est vrai que je passe un très bon moment et c'est vraiment très intéressant en fait. J'ai également commencé hier 6 versions, La tuerie MacLeod de Matt Wesolowski. Ça c'est un emprunt bibliothèque, je vous en ai parlé je crois la semaine passée et ce livre ou la semaine d'avant, bref. Ce livre me faisait super envie, en tout cas cette collection, les 6 versions, il y en a plusieurs et il y avait celui-ci à la bibliothèque, c'est le second tome, mais ça me faisait trop envie donc je l'ai emprunté. Et hier soir je l'ai commencé et j'ai lu tout ça. Donc voilà, j'ai lu plus de la moitié hier et c'est super sympa, c'est ouais, c'est vraiment très chouette. Le style est super original aussi. Donc je vais le terminer, je l'aurai terminé très prochainement et du coup je vous en parlerai la semaine prochaine. Et alors dernière chose, mais c'est celui-ci qui est Watership Down, qui est une de mes lectures en cours, mais j'avoue que je l'ai mis un petit peu en pause parce que c'est je m'embête pas, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est pas celui-là que j'ai spécialement envie d'avancer. Les autres livres que je vous ai présentés, mes autres lectures en cours me plaisent plus, me font plus envie à l'heure actuelle. Du coup, c'est plus vers celle-là que j'ai envie de replonger et d'avancer et moins dans celui-ci. Donc, pourtant, j'ai bien avancé. Je suis à la page 185. Mais c'est un livre qui est très gros et c'est pas vers celui-là que j'ai envie de plonger actuellement. C'est pas à cause de l'histoire, parce que l'histoire elle est intéressante, ça parle de lapins. Donc j'aime bien le concept de suivre en fait un groupe de lapins qui quittent leur groupe suite à un sentiment de danger imminent, et donc il y a certains lapins de ce groupe qui vont partir pour trouver un autre endroit où habiter, mais il y a plein de dangers et donc on suit ces petits lapins qui cherchent tant bien que mal un autre endroit, et il se passe pas mal de choses, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas ça que j'ai envie de lire, donc je l'ai un petit peu mis en pause. C'est un emprunt bibliothèque, donc je sais pas du tout quand je vais devoir le rendre. J'aurai un mail qui va me signaler quand je devrais le rendre. Si je dois le rendre, eh bien j'irai le rendre, je retiendrai la page où je m'étais arrêtée et peut-être que je le reprendrai alors plus tard quand j'aurai envie de me replonger dans cette petite histoire. Voilà, on a fait le tour de mes lectures faites, de mes lectures en cours. Je suis pas repassée en bibliothèque. Donc je n'ai pas d'autres livres qui sont arrivés via la bibliothèque, donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie de votre présence. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter, hein. C'est toujours très agréable. Sinon je vous souhaite un excellent dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.